Bonjour, je m'appelle Patricia Créfaux, je suis professeure au département économie de l'École polytechnique et aujourd'hui on va parler de transition juste. La transition juste représente une évolution significative dans l'agenda de l'action climatique en disposant que la transition énergétique ne doit pas se faire au détriment des enjeux sociaux, qu'il s'agisse des secteurs les plus impactés ou les parties prenantes les plus vulnérables à cette transition. La notion figurait déjà dans l'accord de Paris de 2015 dans son préambule, stipulant que les parties négociatrices de l'accord doivent tenir compte, et là je cite, des impératifs d'une transition juste pour la population active et de la création d'emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national. Mais la pandémie de Covid et la crise liée à la guerre en Ukraine l'ont remise en lumière récemment, rappelant que pour empêcher le changement climatique d'infliger des dommages permanents à l'économie mondiale, il faut modifier fondamentalement la structure de notre économie, en induisant des changements systémiques dans la façon dont l'énergie est produite et consommée, tout en empêchant les inégalités de se creuser et sans freiner, bien sûr, les investissements nécessaires pour la transition énergétique. Avec une inflation qui ne cesse d'augmenter et dont les sources sont multiples, que ce soit la désorganisation des chaînes de valeur pendant la pandémie ou le déséquilibre entre l'offre et la demande en sortie de crise associé à la hausse des prix d'énergie liée à la guerre en Ukraine, et aux politiques de transition énergétique qui alimentent ce qu'on peut appeler une inflation verte, le défi de la transition juste est plus complexe que jamais. Fondamentalement, la transition juste pose l'articulation dans le temps de deux dimensions. Dépasser les risques climatiques liés à la transition énergétique par la création d'opportunités économiques nouvelles tout en préservant la justice sociale et en limitant les inégalités. Or, comme la transition impliquera des créations et des destructions d'activités, l'effet net sur l'activité et ses impacts sociaux sont particulièrement complexes à évaluer. La normalisation des infos ESG représente une opportunité importante pour la transition juste. Elle vient appuyer les efforts de nombreux acteurs, notamment investisseurs et entreprises, pour remettre en question leurs pratiques et modifier leurs stratégies en faveur de la transition juste. En 2021, 96% des 250 plus grandes entreprises multinationales de la liste Fortune 500, elles étaient 64% en 2005, ont communiqué sur leur politique ESG. Et près de 4400 investisseurs et 500 fournisseurs de services, représentant plus de 120 millions de dollars d'actifs, ont signé un engagement à intégrer les informations ESG dans leurs décisions d'investissement. De même, un nombre croissant d'études universitaires s'appuient sur les données ESG pour leurs analyses empiriques. Tous ces travaux accordent une grande attention à l'intégration entre les facteurs ESG et la performance financière et extra-financière. Le projet Pladifest, porté par l'ILB, est à ce titre assez exemplaire. Pladifest vise à faciliter la recherche en finance traditionnelle et en finance verte et durable via l'accès aux bases de données financières et extra-financières disponibles sur le site Eurofidei et via l'ILB qui fournit des services de création de données extra-financières et des accès à des bases de données ESG ainsi qu'une cartographie des données ESG. En créant une nouvelle plateforme pour la recherche en calcul numérique et en intelligence artificielle, utilisant des données financières et ESG à fréquence élevée, Pladifest fournit des outils utiles non seulement aux chercheurs dans de nombreuses disciplines, économie, finance, mathématiques appliquées, statistiques, informatique ou climatologie, mais aussi aux entreprises et aux organismes de contrôle et de régulation pour vérifier la pertinence de leurs modèles et les aider à prendre des décisions et à développer des projets d'investissement durables. La normalisation de l'information ESG est importante pour la transition juste, car il s'agit de concilier transition énergétique et impact social, c'est-à-dire de prendre en compte de manière simultanée et intégrée les enjeux sociaux et environnementaux. Or, d'une part, les risques environnementaux ne sont pas répartis équitablement, ce qui soulève un enjeu de justice distributive, et d'autre part, les différentes parties prenantes n'ont pas les mêmes opportunités d'influencer les décisions qui concernent leur environnement proche, ce qui soulève un enjeu de justice procédurale. Comment la normalisation ESG peut-elle donc répondre à ces deux défis ? En ce qui concerne les enjeux de justice distributive, la question qui se pose est de déterminer comment atténuer l'impact socio-économique de la transition pour les régions, les secteurs et les parties prenantes qui seront les plus touchés du fait de leur dépendance à l'égard de combustibles fossiles ou des activités industrielles à forte intensité énergétique. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de définir des critères économiques et sociaux pertinents au-delà des niveaux d'emploi dans les régions à forte intensité de carbone.
Au niveau des entreprises, comment normaliser l'information sur la performance extra-financière et notamment la performance sociale? Plus généralement, quelles sont les interactions entre performance sociale et performance environnementale? Pour répondre à ce défi, la normalisation ESG peut s'appuyer sur plusieurs types de données. Des données de mesure de la performance environnementale et sociale par des agences de notation extra-financières, Vigeo Eiris, Bloomberg, etc. Des données de pratique mesurées par des enquêtes de la statistique publique, par exemple l'enquête entreprise et développement durable ou l'enquête changement organisationnel et informatisation, ou bien encore des données expérimentales qui sont produites par les chercheurs eux-mêmes. C'est ce qu'on fait par exemple au laboratoire CREST, dont je fais partie. Les données de notation ESG sont très différentes d'une agence de notation à l'autre. Cette différence peut s'expliquer par l'existence d'un effet propre à l'agence qui évalue la performance ESG, mais la complexité même d'une politique ESG portant sur de multiples dimensions, qui reflètent la manière dont l'entreprise va répondre aux attentes de ses différentes et multiples parties prenantes, peut également induire des conflits distributifs, donnant lieu à des arbitrages ou des complémentarités, c'est-à-dire des synergies entre les différentes composantes environnementales et sociales, ou des choix stratégiques de privilégier telle ou telle dimension. Ces complémentarités ou substituabilités entre les dimensions E, S et G peuvent expliquer des différences de notes agrégées d'une agence à l'autre. La normalisation de l'information ESG doit alors pouvoir tenir compte de ces effets complexes liés à des conflits ou des complémentarités distributives. En ce qui concerne les enjeux de justice procédurale maintenant, la question qui se pose est de déterminer comment redonner aux parties prenantes exposées un rôle, c'est-à-dire une capacité à influencer les décisions qui vont concerner leur environnement, notamment dans l'entreprise. Cette question peut être étudiée à travers le prisme de la participation des salariés dans les décisions stratégiques de l'entreprise, donc dans sa gouvernance. Il s'agit alors ici d'examiner le rôle que la gouvernance et la participation des salariés à cette gouvernance peut jouer dans l'intégration des enjeux sociaux et environnementaux. La France a récemment renforcé la représentation des salariés au sein des conseils d'administration des entreprises privées. La loi Pacte de 2019 impose désormais 2 administrateurs élus par les salariés pour les conseils d'administration de plus de 8 membres. Mais la France n'est pas la seule à ouvrir les organes de décision de ces entreprises privées aux travailleurs. Dans 13 des États membres de l'Union européenne, les salariés ont le droit de voir leurs intérêts représentés au sein du conseil d'administration. Et la France n'a adopté cette pratique que très récemment, avec la loi de sécurisation de l'emploi promulguée en juin 2013. En jouant un rôle plus important dans la prise de décision de l'entreprise, les salariés vont contribuer à la performance financière et extra-financière de leur entreprise. Plusieurs recherches convergentes montrent ainsi que la présence significative des salariés dans les conseils d'administration a en moyenne des effets productifs, positifs, en particulier sur la productivité du travail et le nombre de brevets déposés. Leur connaissance de l'entreprise et leur indépendance par rapport à la direction confèrent également aux administrateurs salariés des compétences utiles contrôler et orienter l'action des dirigeants. Cela favorise également l'identification aux objectifs de l'entreprise et la motivation de l'ensemble des salariés. Mais pour que cela contribue efficacement à l'intégration et la prise en compte simultanée des enjeux environnementaux et sociaux de l'entreprise, une cohérence d'ensemble est nécessaire, notamment en termes de dialogue entre la direction et les partenaires sociaux, de partage de l'information économique, d'intéressement aux résultats financiers de l'entreprise et de prise en compte des demandes contradictoires, comme on l'a vu dans les conflits distributifs. Les actionnaires et les salariés, mais aussi les partenaires locaux, les consommateurs, les fournisseurs doivent travailler ensemble et de manière cohérente. Un autre moyen de renforcer l'intégration des enjeux environnementaux et sociaux dans la gouvernance des entreprises concerne la question de la rémunération des dirigeants. En France, le débat est très actif depuis que les montants des rémunérations sont publiés dans les rapports annuels des grandes entreprises cotées. Et la loi Pacte de 2019 l'a ravivé en demandant la publication du ratio d'équité, qui représente l'écart de rémunération des dirigeants avec la moyenne et la médiane des salariés, et en encourageant la divulgation des éléments variables de la rémunération des dirigeants fondés sur des critères ESG. Apparu depuis une dizaine d'années dans la plupart des pays d'OCDE, qualifiés de contrats RSE dans la littérature, ces bonus ESG sont calculés sur des critères environnementaux et sociaux comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la qualité des relations de travail dans l'entreprise par exemple. En Allemagne, le constructeur automobile BMW par exemple a annoncé en juillet 2020 un ensemble d'objectifs de réduction des émissions de CO2
dont dépendra désormais en partie la rémunération de son directoire. L'inclusion de ces objectifs environnementaux ou sociaux répond aux pressions croissantes exercées à la fois sur les entreprises pour qu'elles adoptent un comportement socialement responsable et sur leur conseil d'administration pour qu'ils prennent des mesures favorisant l'engagement des parties prenantes. Le recours à ces bonus ESG a des impacts différents sur la performance financière et extra-financière de l'entreprise selon son modèle de gouvernance. Pour les entreprises dont la gouvernance est orientée principalement vers les actionnaires, ces contrats diminuent la performance financière et n'apportent qu'un gain relatif en termes de performance ESG. Pour les entreprises dont la gouvernance est orientée au contraire vers un plus large nombre de parties prenantes, les bonus ESG sont efficaces pour améliorer la performance extra-financière dans tous ces domaines. La normalisation ESG doit donc pouvoir permettre d'évaluer l'importance des facteurs de gouvernance en complémentarité avec les facteurs environnementaux et sociaux. Pour que la transition énergétique ne se fasse pas au détriment des enjeux sociaux, elle peut s'appuyer sur une normalisation ESG à condition que celle-ci tienne compte d'enjeux complexes dans l'interaction entre les dimensions environnementales et sociales, de nature distributive et de gouvernance.